Les femmes tchétchènes doivent avoir des enfants, des garçons surtout. C'est très important pour le pays. Il faut remplacer les hommes qui meurent. Grozny, ville rasée, ville oubliée, passée sous silence. Grozny, zone occupée, quadrillée par des dizaines de milliers de soldats. Une zone interdite où filmer est illégal. Les Russes ne veulent pas de témoins. Les images sont volées. Nous sommes les passagers clandestins d'une ambulance. Ils disent que la guerre est finie, mais chaque jour il y a des morts et des blessés. À n'importe quel moment, on peut se faire tirer dessus ou sauter sur une mine. Ça leur est égal qu'on soit une ambulance. S'ils veulent tirer, ils tirent. Bislan, ancien combattant, est médecin au SAMU de la ville depuis 7 ans. 7 ans sous les bombes, les tirs, les explosions. Et c'est par où l'attentat? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une fusillade à la mairie de Grozny. Ça doit être une attaque des indépendantistes. Toutes les ambulances ont été appelées. Ça arrive souvent? Oui, souvent. Voilà, c'est là à gauche. Les autres ambulances sont là-bas. Arrivé devant la mairie, un barrage russe. Nous restons à l'abri de l'ambulance pour ne pas être vus. Ils ne nous laissent pas passer. Une de nos ambulances est déjà dans la cour de la mairie et les autres n'ont pas le droit de rentrer. Il y a encore beaucoup de combats? Oui, on tire, on tue. C'est toujours la guerre ici. Deux fois réduite en cendres, la capitale tchétchène n'est plus qu'un immense champ de ruines. En 8 ans, la guerre et les bombardements au nom du rétablissement de l'ordre russe ont fait des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de réfugiés. Ceux qui restent survivent comme ils peuvent, dans les décombres de la ville fantôme, sans rien. Des ombres parmi d'autres ombres, prisonnières et silencieuses. Depuis 3 ans, Grozny vit sous occupation russe. Sous prétexte de lutter contre le terrorisme, les militaires ont tous les pouvoirs. Pourtant, malgré la répression et la terreur, la population résiste, coûte que coûte, le plus souvent sans les armes. Youssop est un ancien policier. Il vient d'ouvrir le premier salon de beauté de Grozny. En 6 mois à peine, c'est devenu l'un des endroits les plus populaires de la capitale tchétchène, comme pour mieux défier l'occupant. Tout va bien au salon? Un petit havre de paix perdu dans les ruines, où la coquetterie est mise au service de la résistance. Ici, il n'y avait rien. Rien que des gravats et des morceaux d'obus et de roquettes. On a tout fait par nous-mêmes. On est allé chercher les miroirs à des centaines de kilomètres dans les républiques voisines. On a tout fabriqué. Alors ça, j'en suis très fier. C'est moi qui l'ai entièrement inventé, vous voyez? C'est de la pure création. J'ai récupéré un vieux tuyau et le reste dans une décharge et j'ai tout assemblé. On ne trouve rien ici. Et puis, c'est beaucoup trop cher. Alors, il faut être inventif. Avant, ici, c'était comme ça. Voyez? Regardez. Là, en face, c'était exactement pareil. Premier geste du matin, la mise en marche du groupe électrogène.
un instrument de survie essentiel dans une ville sans électricité. Un bien qui vaut de l'or, régulièrement, Youssof se le fait voler par les soldats russes. Quand j'allume le séchoir, la lumière s'éteint. Il faut passer une vingtaine de barrages russes pour arriver au centre-ville. Pour les employés, parvenir vivant au salon est déjà une victoire. Alors symboliquement, tous les matins, on fête l'ouverture en musique. Elles sont une dizaine de femmes à travailler ici. La moyenne d'âge est de 25 ans. La plupart vivent seules. En 8 ans, la guerre leur a toutes pris un enfant, un mari, un père ou un frère. Je les fais danser pour leur remonter le moral, pour qu'elles aient le courage de travailler. Danser, c'est montrer qu'on ne se rendra jamais. Oui, c'est ça l'esprit de résistance tchétchène. Notre devise, ne jamais renoncer. On n'a pas le choix. Ça fait presque 10 ans qu'on pleure. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, il faut vivre. Ici, c'est un formidable soutien psychologique. Rien que le fait de parler avec des gens, ça aide. Moi, si je reste chez moi, je deviens folle. Je me suicide si je commence à penser à tout ce que les Russes nous font subir tous les jours. À tout ce qui se passe dehors. Il est midi. Certaines clientes ont mis toute la matinée pour se rendre au salon. Tiens, regarde ce journal. Choisis une coupe qui te plaît. Ici, on peut suivre la mode pour ne pas se sentir totalement coupé du reste du monde. Rester belle pour se rassurer. On a peur tout le temps. On regarde en permanence par la fenêtre, par crainte qu'un soldat ou un sniper ne nous tire dessus. Ça leur est égal que tu sois un chat, une poule ou un homme. Ils tirent. D'ici, on les voit presque tous les jours bloquer la rue principale et embarquer des passants, juste comme ça. Le premier qui leur tombe sous la main. Vous avez l'impression de les aider, ces femmes? Avec toutes ces années de guerre, notre pays est devenu comme une grande famille. On essaie de se réconforter les uns les autres, de se soutenir. Alors ce que l'on fait ici, c'est d'abord pour aider les femmes. Mais en dehors du salon, la réalité n'a plus rien à voir avec les gravures de mode. Anissa a 22 ans. Comme beaucoup de gens à Grozny, elle vit de l'argent que ses parents réfugiés à Moscou lui envoient. Je ne peux pas me permettre grand-chose. L'essentiel, c'est tout. Si j'ai un travail un jour, je pourrais peut-être m'acheter du jus de fruits. J'en rêve. Mais en ce moment, c'est exclu. C'est très dur pour les gens à Grozny aujourd'hui. Ils n'ont rien. On vit comme des esclaves. C'est très dur. On achète tout dans les républiques voisines, à des centaines de kilomètres. Mais il faut verser des bakshish énormes à tous les postes de contrôle russes. Alors on ne gagne que des kopecks. Tout le monde vit dans la misère ici. Anissa est étudiante en droit. Elle est revenue à Grozny pour étudier dans sa ville. L'université a été en grande partie détruite lors des bombardements. Il n'y a pas de chauffage, pas d'électricité. C'est un lieu sous haute surveillance russe. 5000 étudiants y viennent pourtant chaque jour. Malgré un service de sécurité interne à la faculté, les Russes organisent régulièrement des descentes et des rafles. Anissa rejoint son petit groupe d'amis. Ils sont étudiants en sociologie, en philosophie ou en journalisme. Leur famille a fui la Tchétchénie, mais comme elle, ils ont pris le risque de rester étudier à Grozny. Toutes les semaines, les Russes entourent la fac. Ils ne laissent sortir personne. Ils font des descentes dans les classes et contrôlent nos passeports, un par un. Ça dure des heures. La dernière fois, ils ont bouclé la fac à 10 h du matin et ils sont repartis qu'à 16 h. Encerclés pendant 6 heures. Vous vous rendez compte? Ils en arrêtent souvent. Oui, ils disent toi, sortez des rangs et puis voilà, les étudiants disparaissent. Et vous n'avez pas peur de venir ici? Bien sûr qu'on a peur. Ils peuvent arriver d'un moment à l'autre, m'embarquer, moi ou n'importe qui.
Ici, personne n'est en sécurité. On dit que l'université est le lieu le plus dangereux de Grozny. Ces 2 dernières années, des dizaines d'étudiants ont été arrêtés. Beaucoup ont disparu sans laisser de traces. Comme dans toutes les facs, la journée commence souvent à la cafétéria. C'est la seule pièce encore chauffée de toute l'université. Mais à peine arrivée, une rumeur monte déjà. Elle passe discrètement, de bouche à oreille. Les soldats russes préparent une descente sur le campus. Il faut partir. On ne peut rien vous expliquer. Allez, range vite la caméra, on s'en va. L'alerte a été donnée par des guetteurs qui toute la journée se relaient pour surveiller le mouvement des troupes russes. Sans réel mot d'ordre, la faculté se vide, sans panique. On sort par petits groupes en respectant la règle d'or, marcher le plus calmement possible afin de ne pas alerter les Russes. Un jeu de cache-cache qui, pour ces jeunes, est une question de vie ou de mort. Anissa et ses amis ont eu le temps de nous donner rendez-vous dans un café en ville. Les cours ne reprendront pas de toute la journée. Ils ont pris l'habitude de régler leur vie au rythme des rafles. Rien ne les étonne plus. Depuis leur enfance, ils n'ont connu que la guerre. C'est simple, ici on se demande si on arrivera à atteindre 20 ans. Beaucoup n'atteignent même pas cet âge. Oui, avoir 20 ans à Grozny, c'est déjà une chance. Tu vis chaque jour comme le dernier. Ici, ça ne veut plus rien dire l'âge. Tu vis chaque minute comme la dernière de ta vie. Tu rentres chez toi après les cours et t'es tout simplement heureux d'être encore en vie. Tu te dis un jour de plus sans savoir si le lendemain tu seras encore là. Et vous n'avez pas envie de vous défendre, de prendre les armes? Au début, les nôtres se sont battus pour défendre notre terre contre l'invasion russe. Mais maintenant, on est tous fatigués. Et surtout, on a compris que des deux côtés, russes comme combattants indépendantistes, ils se font tous du fric sur notre dos. Prendre les armes, mais dans quel but? Pour aller où? Les armes aujourd'hui ne servent plus à rien. C'est inutile. De toute façon, tant que la Russie ne décidera pas d'arrêter cette guerre, rien ne changera. Ce qu'on veut surtout, c'est qu'on arrête de nous prendre pour des terroristes. Dès qu'il y a un attentat dans le monde, aux États-Unis par exemple, on parle de la piste tchétchène. C'est les Tchétchènes. On en a marre de cette merde que les Russes nous mettent sur le dos. Le monde ne sait pas qui on est. Les gens pensent qu'on est un peuple mauvais, alors qu'on est normaux comme les autres, des êtres humains. Il faut apprendre à connaître quelqu'un avant de décider de le rayer de la carte. Bonjour. Quand je passe par ici, ça me rend triste. Je me souviens de tous ces gens, tous ces amis qui vivaient là. Aujourd'hui, ils sont partis. Beaucoup sont morts. Maintenant, ce sont des réfugiés qui vivent ici. Ce n'est plus comme avant. C'est ici qu'a toujours habité Anissa. Dans la rue Gagarine, la rue de son enfance, autrefois l'une des rues les plus animées de Grozny. Son quartier, épargné pendant la Première Guerre, a été entièrement détruit lors de la Deuxième. Sa maison est l'une des seules à avoir conservé des pans de mur et un toit. À Grozny, il faut consacrer des heures aux problèmes du quotidien. Si au moins on avait l'eau, on pourrait s'enfermer chez soi et oublier un peu la guerre. Mais on est obligé de sortir. Et dès que tu sors, la guerre est là. Regardez cette fusée éclairante. C'est pas loin. Ça vient du QG de l'armée russe, la base de Khankala. Ils disent que c'est pour des opérations antiterroristes. Ils n'arrêtent pas d'en envoyer. Elles retombent très souvent sur les maisons. À cause d'elles, des maisons brûlent, des gens meurent. La semaine dernière, ils nous ont envoyé un gaz. Je ne sais pas ce que c'était. C'était terrible. Comme un brouillard épais. On ne voyait pas à 2 mètres. À cause de ce gaz, les gens ont commencé à avoir des crises d'asthme, à tousser, à étouffer. Beaucoup ont fait des allergies. Depuis quelques jours, ils ont arrêté, mais ils doivent certainement nous préparer quelque chose d'autre. 50 fois par jour, Anissa effectue le même rituel. À l'extérieur, il fait moins 15 degrés. Depuis qu'ils ont arrêté de bombarder Grozny il y a 3 ans, les Russes n'ont rien reconstruit.
Alors chacun se débrouille. Les bâches en plastique remplacent les fenêtres et des morceaux de tôle récupérés sur des carcasses de voitures bouchent les trous des toitures. Les tanks étaient postés ici. Ils ont fait sortir tous les habitants dans la rue. Et puis ils ont tiré, d'ici, sur l'immeuble, là-bas. Et tout ce qu'ils n'ont pas réussi à détruire, ils l'ont ensuite brûlé. Ils ont jeté des grenades dans les maisons, dans les sous-sols, pour qu'il ne reste plus rien. Cette maison-là à côté, ils l'ont entièrement brûlée. Ils ont d'abord tout volé. Ensuite, ils ont tout mis dans leur tank. Et après, ils ont tout réduit en cendres pour atteindre leur quota de destruction. Pourtant, dans ces maisons éventrées, on tente de vivre malgré tout, de retrouver l'ambiance d'avant la guerre. Comme ici chez Angela, le lieu de rendez-vous privilégié des femmes du quartier. Professeure de musique, Angela possède l'unique piano de la rue, une rareté à Grozny. La seule chose que miraculeusement les Russes n'ont pas réussi à emporter ou détruire. Ici, ils sont 8 à vivre dans 2 pièces. Angela gagne à peine 50 € par mois. C'est elle qui fait vivre toute la famille. Chaque soir, on se retrouve ici, par peur de rester seul. Nous, au moins, on a encore de quoi nourrir nos enfants. Mais la plupart des femmes de Grozny n'ont pas cette chance. Elles vivent seules, sans rien. On leur enlève leurs hommes, on nous vole nos hommes. Il y a quelques jours, c'est arrivé à 2 pas d'ici. Ils sont arrivés la nuit, ils ont ligoté les 2 enfants. Ligoté, vous vous rendez compte? Ils ont mis du scotch sur la bouche de leur mère et emmené les hommes. Là, ils ont pris le père et le fils et on n'a plus de nouvelles. On ne sait pas à quelle division ces soldats russes appartiennent. Ils sont masqués. Dès le lendemain, tu te mets à chercher, tu veux savoir où ils les ont emmenés, mais ça sert à rien. Ici, les gens disparaissent. À cause des Russes, un adolescent sur 2 en Tchétchénie est invalide à vie, tellement il les tabasse. Il frappe dans les côtes, il torture, des sévices si horribles qu'on ne peut même pas les nommer. Je sais de quoi je parle. Ils ont fait ça à mon fils de 16 ans. Ils l'ont torturé? Oui, ils l'ont torturé à l'électricité. Ils branchaient le courant et hurlaient. Avec qui tu es? Qui sont tes amis? Avec qui t'as parlé? Ils font ça à des gosses. Arrête-toi là, n'en dis pas plus. Tu devrais pas parler de ça. Si on leur raconte tout, les Russes peuvent très bien débarquer demain matin et tous nous arrêter. Et vous serez pas là pour nous défendre. La France, c'est loin. C'est très dangereux pour nous de vous parler de ce qui se passe ici. Ça, c'est pas possible. Il n'y a personne ici pour nous défendre. On ferait mieux de se taire et de tenter de survivre dans notre petit coin, en silence. Nous n'en saurons pas plus sur le fils de Reda. Plus tard, nous apprendrons qu'il a été violé par les soldats russes qui l'ont arrêté. On doit partir. C'est l'heure du couvre-feu. On doit le respecter. La nuit, l'instant de toutes les peurs pour chaque famille tchétchène. L'heure où les tanks russes entourent les maisons, l'heure où les militaires masqués forcent les portes, le règne de l'arbitraire et de la douleur. La sale guerre, Bislane la vit tous les jours, d'appel en appel, de malade en blessé. C'est la même détresse. Madina, elle, vient d'être victime d'une attaque cardiaque. À 40 ans, elle n'a jamais pu se remettre de l'arrestation de son fils. Toute la famille l'accompagne à l'hôpital, même sa grand-mère, de 103 ans. Je viens aussi, je ne prends pas beaucoup de place. Elle ne va nulle part sans moi. Comment a disparu votre fils? Il était dans le jardin, il jouait avec 2 autres enfants, un garçon et une fillette. Ils étaient 3.
Un tank s'est arrêté, des soldats sont descendus et ils les ont enlevés comme ça. Des mômes de 14 ans. Ça fait presque 2 ans que je le cherche. Des enfants enlevés dans un tank en plein jour, des parents dont le cœur lâche, la triste routine d'un ambulancier de Grozny. On a beaucoup de cas comme ça, de maladies cardiaques. C'est à cause du stress de la guerre. Toutes les générations adultes souffrent de ça. C'est 90% des cas que l'on soigne. Tout ça à cause de cette guerre qui n'en finit pas. Tous nos enfants sont malades aussi. La petite fille qui me reste, elle n'a que 10 ans. Elle aussi, elle souffre du cœur et puis elle a tout le temps des maux de tête. C'est très dur notre vie. On n'en peut plus, on est fatigué. Il n'y a plus aucune loi ici, en Tchétchénie. Je n'ai plus d'argent. C'est pour ça que j'ai peur de mourir, parce que ma famille ne pourra pas payer pour l'enterrement. On n'a plus rien. Les derniers roubles de Madina seront pour l'ambulance. À Grozny, s'ils veulent être transportés en urgence, ce sont les malades qui doivent payer l'essence. Un luxe que beaucoup ne s'offrent qu'en dernier recours. Nous sommes à l'hôpital numéro 9, le plus grand hôpital de Grozny. 300 places. Appelez le cardiologue. En 10 ans de guerre, il n'a jamais fermé. Tout ça, ça va continuer encore longtemps. Là, ce sont des adultes, mais leurs enfants, c'est pareil. Ça va durer des années, sur 2 ou 3 générations, c'est certain. Tous nos enfants sont malades. Aujourd'hui, dès qu'on prononce le nom de Russe devant de tout petits enfants, ils se mettent à pleurer ou font des crises d'hystérie. Faute de place en urgence, Madina est emmenée au service des soins généraux. Faute de brancardier dans l'hôpital, c'est à la famille de transporter la malade. Ici, on manque de tout, de lits, de médicaments, de chauffage. Les patients viennent avec leur propre couverture et leur propre nourriture. Regardez nos conditions de travail. Elles sont bonnes, non? C'est le standard européen. Aujourd'hui pourtant, l'hôpital numéro 9 est considéré comme le plus bel hôpital de toute la Tchétchénie. Le soir, les ambulances du SAMU de Grozny restent au garage. Passé le couvre-feu, les Russes tirent sur tout ce qui roule. Bislan ne sort qu'en cas d'extrême urgence. Venez voir, je vais vous montrer. Là, par exemple, c'était il n'y a pas longtemps. On est tombé en pleine fusillade. On nous a tiré dessus et le médecin et le chauffeur ont été grièvement blessés. Ils ont eu de la chance de rester en vie. Et là, regardez les impacts. Ils nous tirent même dessus par derrière. Et puis ils nous volent nos voitures aussi. Ils disent qu'ils en ont plus besoin que nous. Ils nous menacent avec leurs armes et nous font descendre de l'ambulance. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas lutter contre une Kalachnikov avec une blouse blanche. À la cantine, ambulanciers et chauffeurs passent le temps. Ils sont de garde toute la nuit. Tous ont travaillé pendant les 2 guerres au plus fort des bombardements. Parmi eux, il y a même des Russes qui n'ont jamais quitté Grozny. Moi, je suis russe et je vous le dis, le soldat russe ici, c'est un veau. Tu ne peux rien lui dire. Il y a des files de voitures au poste de contrôle. Il te dit de retourner faire la queue. Tu lui expliques que tu as 3 malades qui meurent dans ton ambulance. Il te répond, j'en ai rien à faire, retourne dans la file. Si tu essaies de passer, je te tue. Et en tant que Russe, ça vous fait quoi de voir ça? J'ai honte. J'ai vraiment honte d'être russe. Honte pour le pays. Honte pour notre culture. Ils disent qu'ils sont civilisés, alors ils n'ont qu'à se comporter comme des êtres humains. Ils enlèvent même les blessés graves des ambulances. Ils les embarquent pour relever leurs empreintes digitales. Les blessés graves? Oui, les blessés. Ils sont capables de tout, vous savez.
Au checkpoint de Grozny, situé à quelques centaines de mètres les uns des autres, n'importe qui peut disparaître. Les contrôles de voitures et de faciès se font en fonction de l'humeur d'un soldat. La plupart du temps, un bakchich négocié permet de passer, une source de revenus principale pour les troupes russes. Petits arrangements avec l'ennemi pour être sûr de rester en vie. À Grozny, peu d'hommes osent s'éloigner de chez eux. Dans son quartier, Bislan est l'un des seuls à travailler. Après ses nuits passées au SAMU, pour gagner quelques roubles de plus, il enchaîne souvent sur une deuxième journée de travail. Nous sommes dans la plus grande raffinerie de la ville. Elle a été en grande partie détruite par les bombardements. Tous ces hommes, comme Bislan, viennent ici risquer leur vie pour quelques litres de pétrole. Ils ont creusé eux-mêmes ces puits et descendent chaque jour à plus de 18 mètres sous terre. C'est très dangereux. Il faut surtout pas respirer ces gaz. Avant la guerre, ils étaient professeurs, fonctionnaires ou ouvriers. Aujourd'hui, la plupart sont au chômage. Beaucoup souffrent de graves maladies respiratoires, d'autres ne sont jamais remontés du puits. Toute ta vie est reliée à ce tuyau. S'il se tord ou qu'il y a une fuite, c'est fini pour toi. Le gaz s'échappe, tu as l'impression d'être au paradis, tu crois que tu t'envoles, mais en fait tu es en train de crever. Pour avoir le droit de creuser ici, là encore il faut payer les troupes russes qui stationnent à quelques mètres de l'usine. Une fois extrait, le pétrole de mauvaise qualité est revendu à des particuliers qui, de manière artisanale, en font de l'essence bon marché. Un trafic qui fait pourtant vivre des milliers de familles à Grozny. Vous voyez nos vieux ce qu'ils sont obligés de faire pour survivre? Vendre de l'essence. J'ai 5 fils, 5 familles à nourrir. Il n'y a pas de travail ici pour les hommes. Moi, je suis à la retraite, mon mari aussi. Je dois faire vivre tout le monde. Je gagne 5 roubles par jour. Ça fait 7 heures que je suis là et j'ai pas vendu un seul bocal. Je suis frigorifiée. Mais je n'ai pas le choix. Regardez, je n'ai pas autre chose à me mettre que des galoches. Dites-le donc qu'en Tchétchénie on vit très bien, qu'il n'y a pas de guerre. Tout va vraiment bien ici. Vous voulez qu'on le dise à qui? À qui vous voulez? À Poutine. Poutine sait très bien comment on vit, il est parfaitement au courant. Lorsque Bislan rentre enfin chez lui, chaque fois c'est un véritable soulagement pour les siens. Il a dû abandonner son appartement du centre pour s'installer chez sa tante. Il s'entasse à 18 dans 2 pièces. C'est Bislan qui fait vivre toute la famille. C'est trop dangereux pour un homme jeune de vivre seul. Même à 2, c'est impossible. Vous savez, pas loin d'ici, il y a une rivière. Et l'été, on y retrouve plein de cadavres. Beaucoup, toutes les semaines. Ce sont des cornus qui flottent. Ils fusillent les hommes dans les usines désaffectées qui sont près de la rivière et après ils les balancent dans l'eau. L'été dernier, j'ai sorti jusqu'à 3 cadavres par jour. On a peur. Au moindre bruit, les enfants se réfugient sous les lits. Ils se bouchent les oreilles. Ils se cachent. À force, vous savez, on s'est tous habitués à la mort. On s'est tous habitués au meurtre. Mourir, en fait, c'est rien. Le plus dur, vraiment, c'est pour les familles de celui qu'ils emmènent, de celui qui disparaît. Les proches cherchent parfois des mois, des années pour ne rien trouver. Nous, on en est arrivé à un point où on est heureux quand on retrouve un cadavre. Pour récupérer le corps d'un proche, la plupart du temps, il faut encore payer les Russes. Un marché sordide avec ses tarifs. Une dépouille vaut entre 300
et 4 000 €. La plupart des victimes disparaissent au cours de rafles comme celle-ci, des atchistki, les fameuses opérations de nettoyage russes, un nom qui terrorise ici. Ces images sont rares et à haut risque. Accidentellement, nous avons été témoins d'une de ces opérations. Miraculeusement, notre voiture n'a pas été contrôlée. Nous sommes dans le quartier de l'hôpital numéro 9. À chaque coin d'immeuble, des sentinelles. À chaque coin de rue, des blindés. Ne passe que ceux qui, par chance, ce jour-là, n'ont pas attiré l'attention des militaires. Une autre version de la roulette russe. Autre image extrêmement rare, ces hommes au brassard blanc. À Grozny, on dit que celui qui croise leur regard est déjà mort. Ce sont des mercenaires qui opèrent en véritables escadrons de la mort. À l'intérieur, chaque bâtiment est fouillé, palier par palier. Les appartements sont pillés, les familles molestées. Nous quittons rapidement le périmètre, trop dangereux. Ils sont entre 200 et 300 soldats. La Zatchistka durera toute la journée. Pendant les 2 semaines que nous passerons cachés à Grozny, il ne se passera pas un jour sans qu'un quartier ne soit nettoyé, comme disent les Russes. Et à chaque rafle, c'est la même chose. 10, 20, 30 hommes disparaissent, en général pour toujours. Adam, lui, est un miraculé. Tout le monde le croyait mort. Il y a 6 semaines, à 2 h du matin, les brassards blancs ont bouclé son quartier et l'ont enlevé devant sa femme et ses 3 enfants. Il y a quelques heures, Adam était encore prisonnier des Russes. Ils viennent tout juste de le jeter d'une jeep militaire en bas de chez lui. Cette nuit-là, les escadrons de la mort étaient plus de 200. En plus d'Adam, ils ont enlevé 2 autres jeunes et une femme de l'immeuble. Tous étaient de simples vendeurs sur le marché central de Grozny. Ils m'ont mis ce sac sur la tête, avec du scotch autour des yeux. Ils me traitaient de terroriste. Et dès que je bougeais la tête, ils frappaient. C'est la première fois que je l'enlève depuis 40 jours. L'enfer d'Adam a duré plus d'1 mois. 1 mois attaché nu au fond d'un puits, dans l'obscurité totale et le froid. Petit à petit, la nouvelle du retour d'Adam remplit l'appartement. Des femmes surtout, des dizaines de femmes, toutes vendeuses comme lui sur le marché. Il leur doit la vie. Ce sont elles qui ont rassemblé les 2000 € que ces geôliers réclamaient pour sa libération. Personne ici ne pensait le revoir, car en général, un prisonnier qui n'est pas racheté dans les 48 heures après son arrestation ne revient jamais. Cet homme que vous voyez, quand ils l'ont enlevé il y a 40 jours, c'était un homme fort. Un homme fort, costaud, vous m'entendez? Vous me voyez, moi? Eh bien, je suis maigre par rapport à ce qu'il était avant. Il était en pleine santé. Et regardez-le maintenant. Je faisais 89 kilos. J'en ai perdu 18. 89 kilos, vous vous rendez compte? Ils nous ont fait crever de faim. Ils nous donnaient rien à manger, rien à boire, même pas de l'eau. Et tous les 4 jours, ils nous balançaient un morceau de pain rassis. Avoir faim, on a fini par s'y habituer, mais nos lèvres tremblaient tout le temps. Et ils m'ont battu, comme ils le font d'habitude. Ils me sortaient du puits, ils s'y mettaient à 3 ou 4,
Et ils me frappaient de toute leur force, pendant des heures. Regardez ce qu'ils lui ont fait. On n'a pas besoin de vous montrer son corps, j'imagine. C'est assez clair. Ils t'ont fait ça avec des barbelés? Pour me frapper, ils m'ont suspendu par mes menottes. Elles sont entrées dans ma chair, jusqu'à l'os. Regardez, là et là. Ils m'ont suspendu pendant 5 jours d'affilée et ils frappaient, sans cesse. C'est simple, si tu ne payes pas la rançon, ils te font exploser à la grenade. Ils en attachent plusieurs, 4 ou 5, ils les posent sur une mine et ils la font sauter. Après, les familles viennent récupérer les morceaux et les restes pour les enterrer. Ils nous détestent. Vous savez ce qu'ils disent? Que quand il n'y aura plus un homme en vie en Tchétchénie, alors ils partiront. Et maintenant, ils s'en prennent aux femmes. Plus rien ne les arrête. Oui, aux femmes. Avec Adam et ses amis, ils ont arrêté une jeune femme qui vivait ici avec ses 2 enfants. Lui, ils l'ont libérée, mais elle n'est toujours pas revenue. Thomas est venu en voisin. Angela, sa belle-sœur, a été enlevée en même temps qu'Adam. Il espérait des nouvelles. Il repart sans. Angela a 33 ans. Elle vivait ici, avec ses 2 petites filles de 6 et 9 ans. Tamara, sa sœur, l'a cherchée partout, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les fosses communes. Voilà. C'est elle, avec ses 2 petites filles. Elle est là. Il y a quelques jours, ils ont trouvé un corps dans la banlieue de Grozny, un corps méconnaissable. Il n'avait pas de tête, pas de bras, pas de jambes. Ils n'ont pas pu le reconnaître, les habitants du coin l'ont enterré. C'était un corps de femme. Je n'ai pas pu y aller. Non, je n'ai pas perdu l'espoir qu'elle revienne. Je n'aurais pas pu regarder ce corps dans cet état. Mon cœur n'aurait pas résisté. Je n'en peux plus. Cela fait des semaines que je vais voir des charniers pour la retrouver. Un jour, c'est 7 cadavres sans tête. Le lendemain, encore d'autres cadavres. Mais quand est-ce que ce cauchemar va s'arrêter ? Ils sont arrivés par là, 2 tanks derrière les garages. Attention, il y a des snipers en face. Ils surveillent l'immeuble. J'avais oublié. Elle a ouvert la porte, ils l'ont frappée au visage, jetée par terre. Elle s'est écroulée sur le canapé. Pourquoi ils l'ont frappée? Pourquoi je... Pourquoi on ne nous fait pas tous mourir d'un coup, avec une bombe atomique, comme ce que les États-Unis ont fait au Japon, à Hiroshima? Pourquoi ne nous enterrent-ils pas tous d'un coup? On n'aurait plus à vivre cela. La mère d'Adam vient d'apprendre que son fils unique est de retour. Après l'enlèvement, elle était rentrée dans son village à 3 heures de route de Grozny. Elle aussi l'a cherché partout. En plus des 2000 €, pour avoir la vie sauve, Adam a dû promettre de collaborer avec les Russes. Une promesse que bien sûr il ne veut pas tenir. Alors demain, par peur des représailles, toute la famille quitte la Tchétchénie. C'est bon, maman, je suis là. Je suis rentré. Ne pleure plus. C'est pas un enterrement aujourd'hui. Une mère qui prend la fuite pour préserver son fils et d'autres qui, coûte que coûte, décident de rester. À la maternité de Grozny, ces femmes résistent à leur manière.
On n'a jamais eu autant de naissances en Tchétchénie. C'est incroyable. Nous en sommes vraiment très fiers. Les femmes tchétchènes doivent avoir des enfants, des garçons surtout. C'est très important pour le pays. Il faut remplacer les hommes qui meurent. À l'intérieur de la maternité, il fait 10 degrés à peine. Malgré des conditions sanitaires plus que précaires et un taux de mortalité infantile très élevé, toutes les chambres sont occupées. Moi, j'aimerais que celui qui est responsable de toutes les souffrances qu'on endure depuis 10 ans, je voudrais lui demander qu'il regarde bien cet enfant en face et qu'il lui assure qu'il aura une autre vie que celle qu'on a eue. Regardez-le bien. C'est le futur président tchétchène. À la maternité de Grozny ce jour-là, 30 petites Tchétchènes sont nées.